maintenant passer à l'étape d'après, qui est un temps préparé par certaines et certains d'entre vous qui font partie d'un groupe de travail des professionnels de mission locale qui se sont déjà réunis plusieurs fois pour réfléchir à la participation et à comment ça peut se mesurer. Et je vais leur laisser la parole. Peut-être sont-ils un peu stressés, mais ne le soyez pas, tout va très bien se passer. À vous la parole. Et Ninon, à toi. Oui, alors de toute façon, voilà, Amel, il me semble. Alors, aujourd'hui, dans cette salle virtuelle, nous avons un certain nombre d'acteurs présents de la recherche-action collective. Est-ce que vous pouvez lever la main, tous ceux qui sont aujourd'hui présents et qui participent au groupe de travail des professionnels? Voilà. Au moins 3, voire un peu plus, hein. Voilà, ça commence à monter. 6, 8. J'ai pas une vue d'ensemble. 10. Donc il y a une certaine proportion, des présents qui participent activement à cette recherche-action. En tout, aujourd'hui, on a 72 professionnels de 54 missions locales qui ont déclaré un intérêt pour ce travaux que nous menons. Et parmi ces 54 missions locales, il y en a 20 qui se sont impliquées activement, depuis quelques mois, soit en se proposant comme terrain d'observation, terrain d'expérimentation ou en participant dans les ateliers, les groupes de travail collectifs. Nous avons aujourd'hui 5 ambassadeurs de l'étape où nous en sommes actuellement dans ce cycle de mise en mouvement, sachant qu'ils vont vous le présenter, mais c'est donc une étape où nous construisons ensemble un outil de mesure de la participation pour être garant à la fois du cadre déontologique et être garant de la démarche vraiment intellectuelle pour agir ensemble. Donc, les 5 ambassadeurs sont Quentin Warin de la mission locale de Charleville-Mézières, Coralie Demaine de la mission locale de Lille-Avenir, Sarah Trepalkowski et Ilem El-Otmani de la mission locale de Grenoble et Audrey Véron de la mission locale Nord-Isère qui vont se relayer là pour nous présenter les prochaines slides. Donc, comme vous voyez, on se balade un peu en France, hein, on a un petit peu des représentants d'un peu partout dans l'Hexagone. Et vous êtes tous et toutes invités à participer et à alimenter encore plus cette représentation du réseau dans nos groupes de travail. Et on en reparlera après. Donc je crois que le premier intervenant, c'est Quentin, et on va lui laisser la parole sur cette première slide. Merci Amel. Alors, moi c'était la slide 2. Non. Oui, Oui. alors j'arrive, normalement ça marche. Ah voilà. Ok. C'est bon? Merci Ninon. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous expliquer un peu le travail qu'on a fait ensemble, je vais commencer par le début. Donc on a d'abord échangé sur des outils de mesure de la participation qui existaient déjà. Donc le premier outil, c'est l'échelle de Hart, qui présente différents niveaux de participation, de 1 à 8. Les 3 premiers niveaux consistant à de la non-participation. Donc ça va de la manipulation à la participation symbolique pour les 3 premiers niveaux. Le second outil, qui était l'arc-en-ciel de l'UNICEF, lui présentait 4 niveaux de participation. Pas de participation ou participation non éthique, participation consultative, participation collaborative, participation dirigée par les jeunes. Ce second outil nous a bien plus inspiré et on l'a trouvé davantage transposable à l'activité des missions locales. Même s'il fallait de toute façon adapter les critères à notre contexte. Le fait d'avoir eu ces 2 exemples, ça nous a permis aussi de nous mettre d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas hiérarchiser les types de participation. Une idée qu'on retrouve notamment dans l'échelle de Hart, où on voit bien il y a différents niveaux de participation, ça donne l'impression qu'il y a une participation qui est mieux que l'autre. Et nous, ça nous semblait important de se dire, ok, on accepte d'avoir différents niveaux de participation sans les hiérarchiser. Voilà. Et donc, suite à ces premiers échanges autour de ces outils, on a pris la décision collective que notre approche de la participation des jeunes en mission locale, elle s'organiserait selon 3 types et encore une fois, sans hiérarchie entre eux.
Et donc, je passe la main. Et on passe la main à Coralie Demaine. Alors, je veux bien, c'était pas cette slide-là normalement, mais ok, je vais y aller. Ah si, oui, pardon. Alors du coup, moi, je vais vous détailler un petit peu les trois types de participation qu'on a co-construit et identifié. Donc, on a d'abord identifié une participation qui était une approche consultative. Donc là, c'est quand on fait avec des jeunes des enquêtes, des sondages, qu'on leur demande de répondre à des questionnaires de satisfaction. C'est aussi quand en mission locale, on organise un groupe de parole ou d'expression. Donc voilà, l'objectif, c'est bien de recueillir l'avis, les opinions, les points de vue. Donc voilà, dans ce type de participation, les jeunes sont consultants. Ça, c'est une première approche qu'on a détaillée collectivement et sur laquelle on s'est mis d'accord. La seconde approche, on l'a nommée une approche collaborative. Là, c'est lorsqu'on a des actions, par exemple, qui sont menées à l'initiative des professionnels, mais qui vont être co-construites, co-animées ou co-organisées avec les jeunes. Et c'est aussi lorsqu'on leur demande des contributions ponctuelles. Donc, ça peut être quand on leur demande de participer avec nous à un forum, par exemple, de participer à sa co-organisation. Voilà, c'est ce type de participation-là qu'on vise dans cette approche qui est collaborative. Alors, l'action à l'initiative des professionnels ne veut pas dire que toute l'action est construite par les professionnels. On a bien cette notion de collaboration, de co-construction, de co-animation avec les jeunes. Et donc là, les jeunes sont collaborateurs. La troisième approche, c'est une approche qu'on a nommée en autonomie. Là, c'est quand l'action est initiée par les jeunes, ou alors elle peut aussi être proposée par les professionnels. C'est une action qui est quand même validée et soutenue par les professionnels, mais qui est organisée entre pairs et qui va pouvoir être évaluée aussi par les jeunes et les professionnels. Donc là, dans ce type de participation, les jeunes sont vraiment pilotes de l'action. On leur laisse une autonomie, on les laisse initier sur des choses, même si, comme vous le voyez, ça ne veut pas dire qui sont en autonomie totale, puisqu'on reste dans un cadre qui est celui des missions locales. Et donc là, on est toujours dans le soutien des professionnels au groupe de jeunes qui va mener l'action avec le maximum d'autonomie qu'on peut leur confier ou dont ils ont besoin. Merci Coralie. Et maintenant, Juste repréciser que n'hésitez pas à inscrire dans les chats toutes vos questions, vos remarques, vos besoins d'éclaircissement ou vos commentaires. C'est important qu'on recueille au fil de l'eau vos retours, sachant qu'il y aura beaucoup d'infos, donc autant les écrire au fur et à mesure. tout à fait. Maintenant, on passe la parole à Sarah et Ilem pour la suite. Oui, donc effectivement, Coralie vient de décrire les trois types d'approches de participation. Donc même si on acte que l'un des principes fondateurs des missions locales, c'est que rien ne se fera sans les jeunes, malgré tout, on a décidé de manière collective de valider l'idée qu'il y aurait une non-participation assumée. Donc par non-participation, on entend donc des espaces-temps où donc le jeune ne va pas participer activement, comme par exemple des réunions qui sont plutôt des réunions de type donc informative, donc plutôt descendantes. On va avoir également des réunions qui sont plutôt de l'ordre de l'organisation interne, donc on estime qu'elles ne concernent pas forcément directement le jeune, elles ne sont pas pertinentes pour lui ni pour la structure. Et au-delà même des différentes thématiques abordées, il y a aussi le degré de maturité de la structure, à savoir est-ce qu'on se sent prêt à faire participer le jeune. Donc c'est peut-être de l'ordre des moyens. Donc, oui, j'entends. Donc,
Ça peut être de l'ordre des moyens. Est-ce que la structure a des moyens suffisants pour accompagner le jeune? Également au niveau des moyens, donc du nombre de professionnels présents, de leur disponibilité, mais aussi de leur formation, puisqu'il faut quand même former pour pouvoir trouver leur place à travers ces groupes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide de faire une action ou un événement, le plus important est de toujours se questionner, est-ce qu'on souhaite faire participer ou non le jeune? Et donc, si on souhaite de ne pas le faire participer, ça va être un choix complètement assumé, complètement réfléchi. Donc, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Chaque structure avance à sa cadence en fonction de ses propres besoins et de ses moyens. Voilà. Mais il est important de savoir que cette non-participation existe et que tout ne doit pas nécessairement se faire en mode participatif. C'est une option également que l'on peut choisir. Je passe la parole à Ilem pour la suite. Alors, merci Sarah. Alors, je suis désolée, mais les slides se passent très lentement. C'est pas trop de mon fait. Voilà. Le micro. Oui. Elle a- Oui, vous m'entendez là? Oui. Donc, je disais, il nous semble également primordial de porter une attention particulière au risque de fausse participation. Parce qu'en effet, la participation ne se décrète pas, elle se pense et se construit. Alors, concernant la fausse participation, on pense notamment à des jeunes qui seraient invités à participer sans aucune explication à des événements et que l'on relèguerait à un rôle simplement symbolique, décoratif, simplement pour les photos. Il peut également s'agir de jeunes auxquels on aurait expliqué le sens de leur intervention, mais où l'on va finalement utiliser leur participation à d'autres fins que ceux qui initialement prévus. Alors, ça peut être également le cas d'un jeune qui serait devenu malheureusement le jeune de service et que l'on va constamment solliciter pour des actions sans considération pour ses réelles motivations. Alors, le risque, c'est de générer chez ces jeunes un sentiment d'instrumentalisation, de manipulation, ce qui risque de ternir la relation et leur perception d'une structure qui est en principe là pour les écouter, les aider. Alors voilà pour ce point de vigilance sur la fausse participation qui nous paraît crucial de garder à l'esprit, d'où l'importance de définir des critères. Voilà, je passe la main. Merci beaucoup. Maintenant, il me semble que c'est Audrey qui doit prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je te laisse passer la slide. Oui, ça arrive normalement. Voilà. Donc, on s'est dit aussi qu'il fallait déterminer des critères indispensables pour garantir une participation authentique des jeunes. Donc, dedans, on peut mettre la libre implication. Les dérives, ça pourrait être de mettre un jeune en CEJ et de mettre un jeune en CEJ et de lui imposer un projet ou une action à la mission locale. C'est aussi d'avoir une posture professionnelle adaptée, une posture respectueuse, une posture plutôt engagée du côté des professionnels. Des professionnels qui sont formés avec des outils à l'animation de collectif ou à l'animation de groupe, et aussi avoir un cadre, des objectifs clairs et explicites pour avoir la bonne direction. Donc tout ça, c'est à décliner en fonction des différents types de participation. Donc ensuite, on est arrivé à une grille pour mesurer la participation des jeunes dans les missions locales. Donc on a un extrait là de cette grille. Donc si on prend les différents critères, là on a l'exemple du critère être écouté. Donc dans les 3 degrés de participation différents, le degré du jeune consultant, le jeune collaborateur, le jeune pilote. Donc être écouté, par exemple pour le premier degré jeune consultant, c'est la restitution des résultats d'une consultation, par exemple une enquête sur l'amélioration.
Pour le degré collaborateur, donc les jeunes, on voit au chapitre et les idées de chacun sont prises en compte. Là, on est plus sur faire ensemble, les professionnels plus les jeunes. Ça peut être par exemple un conseil consultatif. Et sur le dernier degré, le groupe de jeunes pilotes. Donc les jeunes ont le contrôle du processus et sont soutenus par les professionnels si besoin. Là, ça peut être par exemple un événement, un festival, mais à la main des jeunes. Et donc là, on a été un peu plus loin sur la grille. Vous voyez les trois différentes manières de participer avec les différents critères. Donc dedans, on peut y reprendre l'espace dédié, les outils, la posture professionnelle comme on parlait tout à l'heure. Par exemple, pour le jeune consultant, le professionnel a plus un rôle d'encadrant. Sur le groupe de jeunes collaborateurs, on est plus sur un rôle de partenaire. Et sur le groupe de jeunes pilotes, on est facilitateur pour les jeunes. Merci beaucoup à toutes et à toutes. Je poursuis et je termine cette petite présentation. On voulait mettre en évidence que l'outil de mesure a deux vocations. Donc, réfléchir et poser un cadre déontologique de la participation en amont d'un projet. Et puis, seconde vocation, c'est vérifier et évaluer la démarche en aval d'un projet. Et donc, évidemment, tout au long des étapes de celui-ci. On a pour objectif que cet outil soit interactif à terme pour pouvoir justement pour faire en sorte que le réseau puisse se l'approprier et que chaque professionnel puisse se l'approprier. Et puis, donc, évidemment, c'est un travail qui est encore en cours avec les personnes que vous avez entendues ici, mais pas seulement. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour s'investir dans la construction de cet outil, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Le prochain GT professionnel aura lieu le 22 janvier à 15h30. Donc voilà, n'hésitez pas. Normalement, vous avez de quoi nous contacter à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment des questions et des réponses. Il y avait déjà une première question qui a été mise pendant la présentation de Ibrahima qui aurait aimé que vous reveniez un peu plus précisément sur ce qu'était l'approche consultative. Alors, est-ce que parmi les professionnels qui ont participé au groupe de travail, certains ont envie de répondre? Et est-ce que la question peut être formulée peut-être à l'oral plus spécifiquement? Est-ce que c'est une représentation de cette approche qui est demandée ou est-ce que c'est un point de complément sur un point spécifique? Ibrahima a levé la main, c'est bon. Ouais. Oui, bonjour, Ibrahima Batili, directeur de la mission locale de Chalon-sur-Saône. Vous m'entendez? Très bien. Tout à fait. Bien, parfait. Donc moi, j'aimerais bien juste avoir des précisions sur le groupe de parole et d'expression. C'est-à-dire, est-ce que c'est en lien avec l'accompagnement ou c'est seulement par rapport au mode d'accompagnement de la mission locale ou toute autre activité qui est en lien avec ces groupes de parole? Parce que nous, on fait un groupe de parole avec notre psychologue, mais c'est plutôt une démarche thérapeutique. Donc, ce n'est pas forcément pour recueillir l'avis des jeunes sur le fonctionnement de la mission locale. Voilà ce que je voulais dire. Alors, a priori, l'approche consultative par le biais de groupes de parole et d'expression, elle est liée à des questions d'intérêt général, des questions d'organisation interne, ou sur les modalités d'organisation à venir ou passées, d'évaluation ou de projection de l'organisation. Je pense qu'un groupe de parole à visée thérapeutique avec une psychologue, on est dans une forme d'expression qui est hyper intéressante et centrale, mais qui n'est pas exactement de la consultation. Il peut en découler des idées et des avis, mais ça reste un espace différent. Je crois qu'une autre personne a proposé d'exprimer un retour là-dessus. Est-ce que le groupe de travail est d'accord avec ma réponse, déjà?
Il y a Mohamed qui vient de lever la main et je ne me souviens pas s'il fait partie du groupe de travail ou pas, mais je crois que si. Oui, Mohamed fait partie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, pour rejoindre ce que vous disiez, ce que tu disais, Amel, le groupe de parole d'expression, effectivement, c'est plus un lieu où les jeunes sont libres de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Nous, on l'a expérimenté chez nous, plus sur les laisser s'exprimer sur des pistes de projets à mettre en place dans la structure, ou alors des manques, des choses à développer qu'on ne développe pas suffisamment. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu leurs idées et de les faire participer à la mise en place. Voilà, c'est un petit complément quand on parle de groupe de parole, ça vise effectivement l'action de participation. Je m'entends en écho. Je crois, Mohamed, que tu dois couper ton micro ou quelque chose comme ça. Ah oui, je vais couper mon micro. Oui, donc là, effectivement, c'est dans le cadre de la recherche-action. L'approche consultative, la recherche-action, c'est sur la participation. Donc, quand on parle de groupe de parole d'expression, c'est dans le cadre de la participation des jeunes dans la mission locale. Donc, ça vise ça, effectivement, et pas forcément d'autres groupes de parole qui peuvent exister et qui ont d'autres objectifs que celui de les faire participer. Mais vous aurez des exemples après de chaque approche par des exemples concrets qui vont illustrer et qui vont permettre peut-être d'y voir aussi un peu plus clair, je pense. Oui, tout à fait. Merci, Coralie. Ouais, dans les pratiques inspirantes des missions locales, vous découvrirez des exemples très concrets. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques peut-être sur cette présentation, alors forcément un peu rapide et dense, du travail en cours? Des choses qui vous surprennent, que vous n'avez pas compris peut-être? Bon, visiblement, c'était très clair. Ouais, merci. Alors, Ibrahima a une question. Je vous laisse la poser de vive voix et ensuite Marc. Bon, je suis un peu interactif avec cette discussion parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, moi, je voudrais juste savoir si il y avait quelque chose de prévu ou il y avait quelque chose que vous avez travaillé en amont sur les origines de la participation, le contexte, parce qu'on entend beaucoup ce thème, que ce soit la démocratie participative et tout le reste. Et donc, est-ce qu'il voilà, il y a juste un travail de contextualisation sur cette notion de participation? Voilà ce que je voulais dire. Je montre si tu continues. Alors, dans les travaux préparatoires qui ont été menés entre janvier et septembre, on a effectivement un peu balayé les aspects historiques et puis une bibliographie a émergé. Donc, et il y a d'ailleurs une revue de littérature qui est en train d'être faite par des étudiantes à Lille pour le compte de la recherche-action, donc des étudiantes en sciences politiques. Et donc tout ça est disponible pour ce qui a déjà été fait et sera disponible pour ce qui sera présenté par ces étudiantes. Donc on pourra vous donner les éléments de contexte et puis un peu l'historique de cette notion, sachant qu'elle est multiforme, hein, protéiforme même. Il y a tellement de sortes de participation et de types de démocratie que c'est une revue qui est sans fin. Mais on vous donnera en tout cas le parti pris sur lequel on part, nous. Tu veux compléter ? Oui, justement. Alors, c'est un travail de recherche un peu théorique, disons, qui se fait dans tous les cas tout au long de la recherche-action et sur différents plans. Pour des références, pardon, on en a mis quelques-unes dans le journal de bord, dans le premier journal de bord. Où on a quelques définitions et vulgarisations et quelques références si ça intéresse quelqu'un. Et puis, au-delà de ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je suis en alternance en master de sociologie. Et donc, à la fin de cette année scolaire, je vais produire quelque chose, un écrit, donc qui sera complété sur ce qu'on fait un petit peu plus sur le terrain, mais il y aura aussi une partie assez solide sur cette question-là. Ça viendra au fur et à mesure. Je vous remercie.
Mais peut-être pour recontextualiser, parce que je ne sais pas qui vient en cours, de dire que peut-être la thématique voilà, de la recherche-action, que tout le monde l'ait bien en tête, peut-être Amel, repartir sur notre questionnement, la recherche-action. Oui, alors là, on les est défis qu'on a identifiés et pourquoi du coup on en arrive là, en fait. L'idée, c'était d'associer les jeunes aux missions locales dans la définition de leur projet, mais également plus haut, à toutes les échelles des politiques publiques jeunesse qui les concernent. Donc, c'est comment arriver à faire de la place aux jeunes dans les instances de réflexion et de décision à toutes les échelles, à l'échelle de la mission locale, à l'échelle du territoire et après à l'échelle nationale. Donc c'est l'objectif très ambitieux qui peut nous amener à plusieurs années de travail. D'ici là, le chemin est d'abord comment faire en sorte que les missions locales s'investissent dans cette idée d'ouvrir une place aux jeunes sur ces questions de réflexion et de décision des actions qu'on mène en structure, et comment faire en sorte que cette place qui est offerte a toutes les conditions favorables pour que ce soit une participation pleine et entière et pas des amorces de participation qui n'aboutissent pas à l'action derrière. Parce que si on se souvient bien, c'est un des fondamentaux mis en avant par Bertrand Schwartz. Voilà, à l'origine de la création des missions locales. Bon, j'apprends rien à personne, mais... Il y avait une Je vais question mettre le lien vers le journal de bord pour que vous puissiez avoir quelques articles et on complétera au fur et à mesure de vos questions, puisqu'on a une grosse bibliographie. Si ça intéresse, venez vers nous directement. Et alors, Marc avait levé la main pour poser une question. Oui, ma question, mais je pense qu'on vient d'y répondre en resituant. D'abord, bonjour à tous et désolé pour mes 5 minutes de retard au début, qui m'ont sûrement fait manquer une partie de l'explication. Je trouvais qu'il y avait une sollicitation à la participation ou une consultation sur le fonctionnement de la mission locale, mais aussi sur des projets extérieurs à la mission locale qui relèvent de politiques publiques locales ou départementales ou nationales et qui peuvent associer les jeunes à cette recherche-là, à ces recherches-là aussi, qui ne sont pas forcément la mise en cause du fonctionnement de la mission locale, mais qui peuvent être la mise en question du fonctionnement de certaines dispositions, de certaines politiques qui sont menées à leur égard. Je crois qu'Amel vient de dire que c'était dans l'ambition, mais pas dans l'immédiat, si j'ai compris. Il y avait également une remarque dans le chat de quelqu'un qui apprécie, Christine, qui apprécie le fait de ne pas hiérarchiser les types de participation, hein, car ça permet d'ouvrir plus de possibilités. Hein. Donc, plutôt chouette. Hein. On a le temps encore peut-être pour une dernière question ou une dernière remarque, si quelqu'un veut s'exprimer. Alors, bon, je n'ai qu'un nom de famille qui s'appelle Drapier. Monsieur, oui. Madame. Non, monsieur Jean-Paul Drapier, président de la mission locale du Charolais. On est bien d'accord qu'on n'est pas dans une logique de démocratie représentative, mais bien participative. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, ce n'est pas de faire qu'il émerge une représentation des jeunes de la mission locale, mais qu'on puisse trouver l'opportunité de faire que les jeunes, en fonction de leur situation, des moments, puissent être amenés à participer. Je dis ça parce qu'on parle de tellement loin dans nos missions locales. On est au contact maintenant de plus en plus avec les jeunes, et notamment la garantie jeune et le SEJ ont bouleversé les pratiques, ont amené notamment des relations de groupe, ce qui a changé considérablement la relation aux jeunes. Mais on est encore loin dans nos institutions, enfin dans notre fonctionnement, notamment les conseils d'administration, les assemblées générales. Aux assemblées générales, on a les jeunes qui viennent, mais dans le conseil d'administration, enfin, en tout cas c'est le cas pour la mission locale, les jeunes ne participent quasiment jamais, sauf à décrire des expériences ou des choses en cours. Donc on est bien d'accord qu'on est vraiment sur une réflexion de démocratie participative et qu'après, c'est tout l'enjeu et savoir comment on arrive à mobiliser les jeunes pour les inciter et leur donner envie de participer. Ce qui n'est pas qu'un sujet de jeunes, si je ne m'abuse, mais puisque ce sont les élus qui généralement
représente les missions locales au niveau des territoires et anime les missions locales. C'est un vrai sujet de société. Hein. Donc si on y arrive dans les missions locales, je dirais qu'on pourrait aussi prendre les missions locales comme objet d'expérimentation intéressante en termes de démocratie participative. C'est plutôt une remarque qu'une question. Et elle est très pertinente, merci de l'avoir faite. Effectivement, la notion de représentation, de démocratie représentative est un vrai frein exprimé par le réseau. Et en fait, c'est un frein légitime puisque c'est impossible à atteindre cette représentativité. Donc, ce qui est dommage, du coup, puisqu'on empêche l'accès à certaines instances, puisqu'on essaye de viser une représentation qui n'est pas possible. Donc, effectivement, on est dans ce registre-là. Je vois qu'on nous demande nos adresses mail pour la bibliographie, ce sera transmis à la fin. Et pour répondre à Manuel Velasquez, le prochain groupe de travail du 22 janvier est différent du prochain webinaire. Les webinaires ont vocation à partager des étapes de travail. Les groupes de travail sont les étapes en question. Donc, ce qui sont ouverts pour les élus à partir du 18 mars, le 22 janvier, c'est le prochain groupe professionnel. C'est juste deux objectifs différents. Merci beaucoup.